Dans le podcast cette semaine, on va pelleter des nuages en parlant d'humour dans les jeux et de la représentation du corps. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission de Pelleter des nuages. Wouhou! En compagnie de... Wouhou! Christian Lemay. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, je vois que t'es très enthousiaste aujourd'hui. Je pète le feu. Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'on va faire une bonne émission encore et ça me remplit de joie. Et j'entends ton chat. Alors on a une invitée surprise qui vient direct. Bah oui, bah oui, Manaya, elle veut assister maintenant. Elle assiste à tous les enregistrements maintenant. Elle vient vérifier ce qu'on fait. Heureusement que nous sommes à distance parce que je suis catastrophiquement allergique aux chats. Alors, je pense qu'on va arrêter tout de suite cette émission. Je ne parle plus à cette personne. Tu sais, vraiment, ça, ce n'est pas possible. C'est un critère de recrutement en principe. Dans ce podcast. Non, mais elle est très drôle parce qu'elle me regarde. Voilà, tu la vois. Elle vérifie. Elle est en train de relire ta chronique. Je pense qu'elle va... Elle va en dire du mal. Elle va en dire du mal. Mais oui, parce qu'on va faire comme à l'accoutumée, deux chroniques, une chacun. C'est bien, c'est symétrique. Et tu nous rappelles en fait en quoi consistent ces chroniques? Qu'est-ce que c'est Pelleter des nuages? Pelleter des nuages, ce sont donc une chronique préparée par moi et une autre par toi dans laquelle on se pose des questions un peu intello sur le jeu de société. Par exemple, moi je me demande si une partie d'échecs peut être drôle et toi tu t'interroges sur la représentation des corps dans le jeu de société, mais pas de la façon qu'on pourrait s'y attendre. Donc voilà. Tu veux dire qu'on ménage des petits moments de surprise? Oui. Et d'ailleurs, on va, je pense, surprendre les gens en faisant ce qu'on n'avait pas annoncé. Oui. Comme si on avait lu l'art de la guerre, on a fait croire un truc et on le fait pas finalement parce que... Mais oui, parce que la dernière fois, on avait dit que peut-être on ferait une chronique miroir. Et ben en fait, on le fera pas. Mais que finalement, on s'est dit que on aurait écrit un peu la même chose, à peu de choses près. Donc, on la fera pas. Peut-être que l'un de nous la fera, mais fera ce que nous deux aurions fait. Et mon Dieu, que c'est clair, tout ce que je viens de prononcer. Ouais. Donc voilà, le fait est que il y avait pas assez d'éléments divergents pour qu'on puisse faire un miroir ou en tout cas une réponse, et que ça aurait un peu tourné en rond, je pense, sur deux chroniques pour une seule émission. Même si on aurait pu se reposer comme ça. Tu vois, j'aurais pu recopier ta chronique et refaire la même chronique. Mais la seule différence aurait été nos accents. Ha, ha, ha. Mais on a un peu un style différent aussi, quand même, je pense, totalement. dans notre approche dans nos chroniques. Alors, c'est une réflexion qu'on se faisait, c'est qu'on a un style différent déjà dans la construction de nos chroniques. Et je pense dans la manière dont on les écrit. Je ne sais pas, en tout cas, moi, je le vois puisque... Je vois bien je sais comment je fais les miennes, je vois comment les tiennes sont écrites et dans le type de propos aussi. Ouais, peut-être aussi dans le type de propos, mais dans le type de propos, je sais pas si c'est aussi, moi, ça me marque moins à la limite que dans la façon de construire les chroniques et de les écrire, en fait, le cheminement. Voilà. Donc, on va se taper sur les cuisses aujourd'hui avec vous, Monsieur Lemay. Oh là 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 là, nous parlerons d'humour dans le jeu de société. Oui. Parce que c'est un peu le titre. Est-ce qu'une partie d'échecs peut être drôle, hein? Mais avant de me lancer, parce que là, j'y vais, je lance la première chronique, c'est ça? Non, vas-y, sauf si t'as autre chose à dire avant de plus d'important. J'ai un petit préambule, hein. Je remarque ceci, presque tous les jeux que je cite en exemple dans mes chroniques de Pelleter des nuages ont près de 20 ans, sinon plus. La raison? Outre le fait que je suis un vieux con, c'est parce qu'ils ont plus de chances d'être connus. Hein, vous ne le savez peut-être pas, mais dans les 15 dernières années, la culture commune a fondu comme neige au soleil et je m'y connais en question de neige au soleil. Donc, peu importe le domaine, qu'on soit en littérature, au cinéma, en musique, etc., dans les jeux de société, évidemment. Des films que tout le monde a vus ou les chansons que tous savent réciter, comme sur l'album Si ce soir de Patrick Bruel, qui n'avait même plus besoin de chanter, en fait, si vous vous souvenez de ce grand album. C'est un album live. Ça avait connu un succès retentissant au Québec à l'époque, en 91. Donc, ce type de... pas ce type, mais ces chansons-là que tout le monde peut chanter par cœur,
elles deviennent de plus en plus rares pour des raisons d'Internet, de multiplication des canaux de culture, essentiellement. Donc, ce n'est assurément pas pour dire que c'était mieux avant, la raison pour laquelle je cite ou je donne des exemples de vieux jeux, parce que je crois même que, de façon générale, les jeux sont plutôt mieux faits aujourd'hui qu'avant. Mieux fait ou meilleur? Ouais, meilleur. Je n'embarque pas dans ce débat-là. Non, madame, vous ne m'y prendrez pas. Parce que ça se discute, c'est pas la même chose. Non, mais là, ma tête n'est pas faite, puis pour l'improvisation, on repassera. Début de la chronique, donc. Ah, moi, je pensais d'abord que t'allais nous chanter du Patrick Bruel, du coup. Ah, je pouvais chanter du Patrick Bruel à l'époque. Waouh! Alors ça, je pense que ce serait un bonus de Noël. Si vous voulez péter vos écouteurs, c'est bon. C'est que j'ai coulé mon cours de solfège de façon retentissante il y a quelques années. C'est probablement entre deux parties de l'excellent Galaxy Trucker que je me suis formulé quelque chose comme ceci. L'éditeur Chess Game Editions, donc CGE, publie des jeux d'ambiance pour amateurs de jeux de stratégie, pour gamers. Des jeux plutôt complexes, mais qui suscitent malgré tout le rire des joueurs, des joueuses autour de la table. C'est une combinaison assez surprenante. Et il serait temps de creuser cette intuition persistante. Quel est le propre de l'humour des jeux de société et comment peut-il se manifester dans des jeux de stratégie? Donc, je vais d'abord distinguer quelques types d'humour que je perçois dans le jeu de société. Première catégorie, les gags. Donc, et là, ça se divise encore en deux. Petit A, les gags explicites ou déjà écrits. Je vous donne un exemple. Dans Chez Geek, au titre francophone de Les Colocs, qui était chez Steve Jackson Games dans la version originale et puis chez Edge en français. C'est ce jeu où vous devez accumuler des points de glande. La plupart des cartes comportent des farces inscrites sous les effets de la carte, un peu comme le texte en italique que l'on trouve parfois sur des cartes de Magic. Ma préférée de toutes ces farces demeure sans doute la carte de la caisse de bière. Donc, sous le nombre de points de glande qu'elle rapporte, on peut lire 24 bières dans une caisse, 24 heures dans une journée. Coïncidence? Je ne crois pas. Avouez, c'est pas trop mal. Non? OK. On n'est pas allé à la même université. Non, mais moi, j'ai fait une fac de droit, donc je te garantis qu'on se marre pas tous les jours. Second exemple, dans la version de gag écrit et explicite, dans la version Philosophia de Dream Factory parue en 2009, vous pouvez embaucher des comédiens caricaturés par Olivier Fagnières, donc des comédiens comme Brave Pitre, Steven Iceberg, Leonardo DiCappuccino, des calembours à se pisser dessus. Donc, ce type d'humour existe déjà à l'extérieur du jeu de société, dans les magazines humoristiques. Au Québec, on connaît tous Ça fait rire, dans la tradition orale. Et ce type d'humour, il me semble, à côté du jeu. Il appartient davantage au marketing qu'au jeu lui-même. Il ne sert en rien les mécanismes, ou la lisibilité, ou l'ergonomie. Il serait absent que le jeu n'en serait pas modifié outre mesure, sauf peut-être dans le jeu, justement, les colocs, où est-ce que tout l'intérêt du jeu est dans les gags. Bref, cet humour ne constitue assurément pas le propre du jeu de société. Et là, j'ai mon petit B dans les gags, dans des types d'humour, c'est le gag qui est généré par le jeu. Ça, c'est Joël Gagnon de Randolph qui me parle des jeux qui sont des générateurs de gags. Donc, j'inclus dans cette catégorie tous les Cards Against Humanity, Hostie de jeu, Blanc Manger Coco, mais Bubble Talk ou What Do You Mean, Joking Hazard, qui sont parfois un peu moins trash. Donc, tous ces jeux où on nous fournit des centaines de propositions sur des cartes et dont l'assemblage fera parfois rigoler. L'humour vient ici de la surprise, un peu comme le principe du cadavre exquis, et parfois un peu du côté, on va dire, transgressif. Je sais que plusieurs ici ne trouvent pas cela drôle et que ce n'est pas de l'humour parce que souvent on reproduit des schèmes de domination ou des stéréotypes sexistes, racistes et homophobes. Mais considérant leur influence, leur succès commercial et surtout le fait qu'ils ont fait rire des millions de personnes, à tort ou à raison, il semblerait malhonnête de les passer sous silence. Deuxième catégorie d'humour qu'on retrouve dans le jeu de société, les relations humaines. Donc tous les jeux offrant l'occasion de mentir, trahir, bluffer comportent une part d'humour, génèrent souvent le rire. Pensons aux révélations surprises de l'identité du traître lors de parties des Chevaliers de la Table Ronde ou de Loup-garou.
au retournement de veste dans Intrigue et Galérapagos, à cette vendetta entre deux joueuses qui ne cherchent même plus à gagner, mais simplement à éliminer l'autre lors d'un cash and guns. Si les joueurs veillent à maintenir le cercle magique, on peut se livrer à des actes cathartiques, souvent assez drôles en fait. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est propre au jeu, société. Bon, la catharsis, non, évidemment, mais il y a quand même un petit quelque chose qui nous permet de le faire directement plutôt que de le vivre par personne interposée grâce à une personne qui est sur scène. Troisième catégorie d'humour, les jeux d'ambiance et de devinette ou notre incompétence. Donc évidemment, quand on mentionne rire et jeux de société dans la même phrase, ce sont souvent d'abord les Cranium, Time's Up, Taboo, Pictionary et autres jeux du même acabit qui surgissent. Une personne parle, mime, bruite, sculpte, dessine, fredonne, voire cligne des yeux pour nous faire deviner un truc sous la pression d'un sablier et nous rions. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Soit le devineur ne voit pas l'évidence, soit la personne qui performe ne saisit pas qu'il est inutile de répéter une 50e fois le même indice. Parce que le stress créé par le temps réel nous amène à faire ou à dire des conneries. Parce que nous ne sommes pas à notre meilleur, nous rions de notre bêtise. Et quand une joueuse réussit à nous faire deviner 8 ou 9 mots dans un 30 secondes de Time's Up, une performance extraordinaire, nous sommes joyeux, émerveillés, fiers, mais nous ne rions pas tant que ça en fait. On se tape dans les mains, on est content, mais on ne rit pas. J'en arrive au cas Chess Game édition, et je vais parler surtout de la première génération, les jeux des premières années de Chess Games, hein, qui sont des jeux de stratégie, qui sont différents de ce qu'on imagine généralement quand on parle de jeux comiques. Donc je mentionne première génération car Chess Game semble avoir quelque peu délaissé cette ligne de jeu à la fois exigeant et comique depuis une décennie. Au moment d'enregistrer cette chronique, nous sommes en 2025. En dehors d'une nouvelle édition de Galaxy Trucker, la maison se concentre surtout sur la gamme Codenames, qui ne le ferait pas, et les jeux costauds, SETI, Ruines de Narak, Kutnaora et autres jeux costauds. Signe que ces jeux de stratégie humoristique étaient peut-être une catégorie trop nichée d'un point de vue commercial, c'est une question. Parce que depuis la sortie de Prodigal Club, Chess Game Edition n'a fait que des jeux qui tombaient explicitement et uniquement dans une des deux catégories, ambiance ou stratégie. D'ailleurs, tu m'as vendu l'idée de jouer à Prodigal Club. J'ai très envie d'en faire une partie. J'avais beaucoup aimé l'autre jeu avec lequel il est compatible, Last Will. The Last Will. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'entends par jeu d'ambiance pour gamers? Analysons 3 jeux emblématiques, tous de l'auteur tchèque Vladas Vatil, Galaxy Trucker en 2007, Space Alert en 2008 et Dungeon Lords en 2009. Leur complexité les réserve à un public averti. Le livret d'instructions compte de nombreuses pages, la mise en place s'avère laborieuse, précise, il y a beaucoup de petites manipulations, on est là pour souvent une bonne heure. Bref, on ne les sort pas pour animer le party de Noël avec l'oncle Claude. Et malgré cela, si vous interrogez un vieux con comme moi sur ces jeux, on vous soulignera souvent en riant leur côté comique. Mais pourquoi donc? On trouve déjà de l'humour dans la prémisse. Dans Dungeon Lords, un jeu compétitif, vous incarnez un seigneur du mal construisant un souterrain afin de résister à une escouade composée de méchants héros, les paladins, guerrières, voleuses et magiciens. C'est le contre-pied du schéma narratif classique. L'humour se retrouve également dans les règles. Voici un extrait tiré de Space Alert. Vous vous êtes porté volontaire pour faire partie de l'équipage d'un vaisseau d'exploration avec une cible dans le front. Ce cours sera bref et intensif. Pas seulement parce que le gouvernement coupe notre budget, non. Nous voulons vous envoyer dans l'espace le plus rapidement possible pour remplacer... c'est pas un boulot difficile, pourquoi perdre son temps en formation? Donc déjà, un humour, pas le plus extraordinaire, mais un humour explicite dans la rédaction des règles, comme on pouvait en trouver chez Geek, le jeu Les Colocs, chez Geek. Et même si ce sont ces humours sont apparents, c'est le premier qu'on voit, c'est certainement pas les éléments les plus drôles de ces jeux-là. Mais alors, Christian, pourquoi c'est drôle? Excellente question, Paul Gara. Laisse-moi te mansplainer. J'adore. Je valide cette blague. Galaxy Trucker est un jeu compétitif dans lequel chacun construit, à l'aide de tuiles carrées que l'on pose sur une grille quadrillée, l'équivalent futuriste des camions lourds dédiés au transport des marchandises. Vous devrez veiller à installer des réacteurs, des lasers, des boucliers de protection qui couvrent tous les angles, des chambres pour un équipage varié, de l'espace de stockage, des réserves d'énergie. Et pour ce faire, vous fouillez un tas de tuiles qui sont face cachée, tous les joueurs en même temps,
en temps réel et en respectant de nombreuses contraintes de pose. Oui, parce qu'une fois que vous avez posé une tuile, plus question de la bouger et les chances de faire une erreur sont assez élevées. Galaxy Trucker nous fait travailler fort et intensément. Et une fois ces vaisseaux complétés, l'histoire de quelques minutes, on va résoudre une série d'événements aléatoires. Des pirates s'en prennent aux moins armés d'entre nous. Les plus rapides récupèrent des cargaisons de marchandises qui valent beaucoup de points de victoire. Des astéroïdes font éclater les parties vulnérables de notre vaisseau. Il n'est pas rare de terminer une manche avec un vaisseau en ruine qui ne compte plus qu'une poignée de tuiles, là où il y en avait plus d'une vingtaine au départ. Les fans de François Pérusse diraient « Il a scrappé ton fatatatapouette ». Et c'est cette succession de morceaux, de pans entiers de notre vaisseau qui se détachent pour se perdre dans le vide sidéral, réduisant en miettes le fruit de nos efforts qui fait rire. Bon, pas toujours j'en conviens, mais j'y reviendrai. Et c'est un peu la même chose dans Space Alert. Space Alert est un jeu qui, lui, est entièrement coopératif, dans lequel vous incarnez l'équipage d'un vaisseau spatial qui doit rester en un seul morceau. Une partie de Space Alert se découpe également en 2 phases très similaires à celle de Galaxy Trucker. Construction et destruction. Dans la phase de construction, il y a une bande-son de 10 minutes qui était jouée à l'époque sur un disque compact. Oui. Et les plus jeunes d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Donc, il y avait une bande-son de 10 minutes qui nous indique quelles menaces planent sur notre vaisseau. Un méga-astéroïde, un chasseur ennemi, un alien qui s'est infiltré, un virus informatique, etc. Vous devez, chacune, en temps réel encore, programmer un maigre 12 actions. C'est pas grand-chose, là. 12 actions en 10 minutes pour neutraliser ces menaces. Et une fois la bande-son terminée, vous ne pouvez plus rien changer. On annule votre pouvoir de prendre des décisions. On fait simplement résoudre l'enchaînement de vos actions et celles des menaces. Charger le réacteur central, activer les boucliers, tirer, maîtriser les intrus avec des robots de combat, bouger la souris de l'ordinateur central pour éviter que le screensaver bousille votre programmation. Pas de blague, c'est vraiment dans le jeu. Évidemment, le tout se passe très rarement, pour ne pas dire jamais, comme vous l'aviez prévu. Et ce, malgré le fait qu'il n'existe aucun hasard post-décisionnel. Space Alert n'offre que du hasard pré-décisionnel, input randomness en anglais. Un hasard avant la prise de décision. Donc, vous ne pouvez jamais blâmer le hasard parce que vous aviez toute l'information en main au moment de programmer vos actions. Quelqu'un a vidé la réserve d'énergie avant que vous ne tiriez. Une autre personne se trouve dans l'ascenseur alors que vous deviez monter d'un étage, ce qui vous retarde d'un tour pour bouger la foutue souris, ce qui met en fonction le screensaver et retarde l'activation des boucliers, ce qui permet à cet astéroïde de vous frapper de plein fouet et de scraper votre fatatatapouette. On rit de notre échec, comme on rit de notre incapacité à faire deviner patates frites ou missionnaire à notre tante à Noël. Le gag de Space Alert, c'est notre manque de coordination. Ça ne change presque rien au punch, au gag, que ce soit un astéroïde ou un chasseur qui pulvérise notre vaisseau. L'élément thématique est là juste pour nous permettre de comprendre les maths avec lesquelles nous jouons et pouvoir ensuite nous raconter, nous souvenir. Le gag, c'est notre cas de fouillage, notre incapacité à résoudre un problème de programmation plutôt simple. Comme lorsque je joue à Olé Guacamole avec ma mère, qui a enseigné le français durant une bonne vingtaine d'années, que je lui dis, il faut simplement, maman, que tu retrouves un mot qui ne contient pas la lettre C, et elle me répond avec la plus grande fierté, canard! Je vous dis pas, j'en ris encore 4 ans plus tard. Voilà. Les jeux de société exercent notre sens de l'autodérision. Enfin, le 3e et dernier jeu de cette liste, Dungeon Lords, jazz encore sur cette même structure, construction-destruction. En tant que maître des ténèbres durant 4 saisons, vous creusez, installez des pièges et recrutez des monstres afin de repousser l'envahisseur. Puis une fois cette phase complétée, comme dans Galaxy Trucker et Space Alert, votre espace de décision se voit réduit, presque annulé, lorsque l'enfer se déchaîne sur vous, lorsque tous ces foutus héros débarquent sur votre propriété et la saccagent sauvagement en plus de vous piller. Vous ne pouvez que constater si vous avez bien fait ou mal fait, et généralement, c'est vous avez mal fait. Mais alors, Christian, pourquoi donc ne rit-on pas en jouant à l'Année du Dragon, un jeu de Stéphane Feld paru à la même époque, 2007, qui a marqué les esprits parce que les événements qui ponctuent la fin de chaque manche détruisent souvent nos bâtiments et nous forcent à licencier nos personnages. Bref, scrap, note, je te laisse compléter,
Fatal à la poulette, non, je sais pas. Fatal à la poulette. Merci beaucoup. Je vois que tu écoutes. C'est pas évident, excuse-moi. Fatal à la poulette. Fatal à ta poulette. Parce que je l'ai fait de tête, j'aurais pu relire le mot dans le conducteur, mais je n'ai pas triché. Mais je trouve que Fatal à la poulette, c'est plus mignon. Peut-être, oui, Fatal à la poulette, il y a un petit jeu de mots. Donc, c'est que les deux types de jeux, on va dire Stéphane Feld d'un côté et Spatil de l'autre, se distinguent dans la différence de rythme entre les phases de construction et de destruction. Lors de la phase de construction de Space Alert, Galaxy Trucker et Dungeon Lords, nous avons un très grand contrôle. Et ensuite, dans la résolution, nous devenons spectateurs sans pouvoir intervenir, et ce jusqu'à la fin de la phase de destruction. Nous n'y pouvons rien, nous assistons à une pièce de théâtre, une comédie, peut-être un film des frères Coen, un plan quelque peu foireux et une mauvaise exécution. Et comme la responsabilité du navire n'est plus entre nos mains, nous pouvons rire de son naufrage. Au contraire, cette distinction fondamentale, radicale entre construction et destruction n'existe pas dans l'année du dragon. On nous donne un contrôle plus partiel lors de la construction, parce que nous sommes soumis aux autres joueuses, mais surtout on exécute plusieurs petits allers-retours entre construction et destruction. Imaginez que vous construisez un immense château de cartes et qu'après 1 heure de travail et plusieurs étages de hauteur, vous voyez venir une tortue qui s'approche lentement mais inexorablement de votre réalisation. Vous savez que tout va s'écrouler, mais vous ne pouvez rien y faire et vous n'aurez surtout pas à le reconstruire. Ça, c'est Vladas Fatil. Imaginez maintenant que vous assemblez encore des cartes pour en faire un château, mais dès que vous atteignez le 1er ou le 2e étage, dès que ça commence à ressembler à quelque chose, on fait tout tomber. Et que le processus se répète plusieurs fois. Je reconstruis un petit peu, tu me détruis. Je reconstruis un peu, tu détruis. C'est plus frustrant que drôle, et ça, c'est Stéphane Feld. Et ça n'enlève pas de l'intérêt au jeu, parce que je pense que l'année du dragon demeure un excellent jeu. Conclusion. Le jeu de société fait rire, et pour cela, il emprunte certains codes classiques, comme les bons vieux gags. 24 bières dans une caisse, 24 heures dans une journée. La surprise, l'autodérision. Mais le jeu de société se distingue en recourant, vous me voyez venir si vous m'écoutez, aux mathématiques. Laissez-moi... Je pense que je vais te mettre une amende à chaque fois que tu vas me sortir cet argument à partir de maintenant. Et là, c'est ma nouvelle marotte. Ouais. Laissez-moi vous parler de Food Chain Magnet. Ben oui, encore lui. Un de mes jeux préférés de toute la Terre, de l'univers et peut-être plus même. Le but, faire le plus d'argent possible en dirigeant des restaurants. Imaginez-vous donc que j'ai perdu ma première partie de Food Chain Magnet, 5$ à 120. Oubliez les dollars, là, j'ai perdu à 120 points, à 5 points à 120. Et là, j'ai tout de suite eu envie de rejouer. Parce que ce jeu est drôle, entre autres qualités. Alors que perdre 39, ça c'était mon score, à 80, 90 et 100, oui, faire moins que la moitié de la personne en 3e place, ça commence à être loin, là. Comme il m'est déjà arrivé à Hamburgum, ça, c'est pas drôle. 5 à 120, oui, parce qu'on bascule dans l'absurde dans une forme de délire. L'humour spécifique aux jeux de société, comme l'histoire qu'un jeu raconte, se trouve peut-être dans ses mathématiques. Quand d'un seul jet de dés à Tumbling Dice, un jeu qui mélange pétanque, curling et lancer de dés, donc quand d'un seul jet de dés, vous expulsez du plateau 3 dés adverses et que vous logez un 6 sur la dernière marche, celle qui multiplie par 4 votre résultat, tout le monde rit. Nous rions d'une opération mathématique improbable. À la limite, la catégorie d'humour portant sur le mensonge et la trahison n'est-elle pas aussi mathématique? Je pensais que tu étais l'état A, mais tu étais l'état B. OK, j'avoue, je pousse peut-être un peu le bouchon. Maintenant, précisons ceci. De la même manière qu'aucun humoriste ne fait l'unanimité, ne fait rire toute la planète, Galaxy Trucker n'est pas toujours drôle. Ça prend le bon groupe. Par exemple, si un joueur performe trop bien, fait un sans faute et amène son vaisseau à bon port sans perdre une pièce, on rit plus. Plus pantoute. Pantoute au Québec, ça signifie du tout. De la même façon que l'excellent That's Not a Hat de Casper Lapp ne nous fera pas rire si nous avons tous une bonne mémoire et que personne ne se trompe à table. De plus, si une personne n'aime pas exposer ses faiblesses et n'arrive pas à faire preuve d'autodérision, nous ne pourrons pas en rire. Et je pense que c'est pas tout le monde qui pourrait effectivement rire de perdre un jeu 5 à 120. Mais voilà. Bon. Écoute, merci Christian, tu m'as bien fait rigoler.
Alors, en fait, il y a pas mal de points qu'on peut reprendre pour ta conclusion, où tu dis que Galaxy Trucker, ça prend le bon groupe. Je sais pas si c'est ça prend le bon groupe ou si par hasard ça prend la bonne partie, parce que j'ai vécu exactement ce que tu décris, une partie de Galaxy Trucker où quelqu'un n'a eu aucun dégât quasiment, ou tellement minime qu'ils étaient inexistants, et de ce fait, je n'ai trouvé absolument pas le jeu drôle. Et je cherche toujours, parce que tu n'es pas la première personne à me dire que c'est un jeu hilarant, je cherche toujours le côté drôle du jeu, puisque je ne l'ai absolument pas expérimenté moi-même, puisque voilà, on a quelqu'un qui a fait un voyage sans encombre, et du coup il ne s'est rien passé, et simplement nous on a juste souffert pendant que quelqu'un prenait le large, voilà. Donc je pense qu'effectivement il y a un aspect qui est finalement contextuel pour que ça fonctionne, qui est peut-être lié au hasard. Je suis pas sûre que ce soit lié à la compétence, puisque les événements sont aléatoires, donc il y a pas. C'est quand même compliqué. Oui, mais j'ai joué avec un bon ami personne très brillante, ingénieur, et l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Hein. Les ingénieurs, j'en connais beaucoup. Toute ma famille est ingénieure. Donc, mais bon, cet ami, non, c'est vrai. Ma sœur, j'ai 3 ou 4 cousins puis 2 oncles ingénieurs. Là. Mon père chez nous, il est mouton noir, il est dentiste. Donc, mais j'ai un bon ami, toi, Sam. Alors, Moi, j'avais appliqué pour devenir ingénieur, mais finalement, j'ai refusé de devenir ingénieur. Toi, t'as fait des études de littérature, c'est plus que mouton noir, là. C'est la oui. Toi, t'étais le loup-garou, finalement. Mais bon, pour en revenir à mon ami Sam, je veux dire, il est très bon à Galaxy Trucker, et une partie se joue en 3 manches, et dans chacune des 3 manches, il a presque perdu aucune pièce. Donc, c'est sa compétence qui a rendu le jeu moins amusant. Je dirais ça comme ça, à moins que 3 personnes du même calibre s'affrontent. Oui. Et là, peut-être que ça devient hilarant. Oui. Alors, attends, j'essaie de reprendre un peu dans l'ordre. Alors, ce que tu dis, et qui est, je pense, quelque chose aussi que je partage complètement, là, on va être d'accord, c'est que souvent, quand on parle d'humour dans les jeux, j'ai l'impression qu'il y a une forme de confusion sur ce qui est l'humour provoqué par le jeu lui-même et l'humour qui est recherché par tout ce qui est un peu de la cosmétique et qu'enrobe le jeu, en fait. C'est un peu l'exemple que tu donnes, et sur les gags, comme la fameuse blague, là, ta blague sur les caisses de bière, je comprends pas cette blague, mais bon, c'est pas grave. Ou sur les noms, les détournements de noms. Brave titre. Oui, voilà. Et effectivement, ça, on le voit bien. Les gags entre guillemets n'apportent rien au jeu. Ils sont pas le gameplay. Enfin, ce qu'on va y faire n'est pas dépendant. On aurait pu mettre les vrais noms. Je pense que mécaniquement, ça fonctionnerait pareil. Donc, c'est plus un habillage aussi, peut-être un peu marketing. Voilà, pour aller chercher une certaine cible. La difficulté que je vois souvent, outre le fait que savoir si c'est très qualitatif ou pas, parce que on sait que c'est quand même faire rire, c'est très difficile en fait, d'être vraiment drôle. Enfin, c'est pas, ça s'apprend. En fait, c'est pas, ça s'improvise. À part quelques exceptions, on est rarement drôle spontanément. Ça se travaille beaucoup, le fait de drôle. La difficulté de tous ces types de jeux, c'est que souvent ils vieillissent très mal. C'est un sujet dont on reparlera bientôt, je pense, le vieillissement. Ils vieillissent très mal parce qu'ils sont souvent très datés dans le temps. Et ça, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus large que sur le jeu de société. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est un problème, je pense, tu dis, c'est un humour qui ne constitue assurément pas le propre du jeu de société. Et de la même manière, le fait de savoir si ça va passer le temps, n'est pas un problème lié qu'au jeu de société, parce que, on le voit avec, quand on regarde des vieux numéros d'humour sur YouTube, ça nous fait pas autant rire souvent. Je sais pas si tu as fait cette expérience de regarder avec tes enfants des trucs qui nous ont fait rire quand on était ados. Oui. Alors, en fait, typiquement, je ne sais pas si au Canada vous avez connu les Inconnus dans les années 90. Non. Qui, moi, je me souviens quand j'étais au collège, c'était un truc. Enfin, c'était vraiment quand il y avait une émission qui sortait, tout le monde la regardait. Et là, on peut parler de références communes. Je te garantis que quand j'ai re-regardé les sketchs avec mes enfants, d'une part, moi-même, ça ne m'a pas fait rire, parce que c'était très lié à des émissions de télé qui n'existent plus, donc en fait, qu'on a aussi oublié, parce que c'était très raciste, très sexiste, c'était vraiment un humour des années 90, et mes enfants étaient consternés et très gênés, et nous ont demandé vraiment comment c'était possible que ça nous fasse autant marrer quand on était à peu près à leurs âges, quoi.
à l'opposé, t'as des humours qui vieillissent très bien et souvent c'est des humours qui ne sont pas contextuels en fait, voilà. Et ça va être tout ce qui va être du domaine de l'absurde parce que tu peux continuer à regarder les Marx Brothers ou je sais pas Monty Python. Monty Python, ça continue de fonctionner. Pourquoi ? Parce que c'est pas de l'humour qui est marqué dans le temps. Et en fait, ça, c'est toute la difficulté. Mais je pense que là, on dépasse effectivement le sujet du jeu de société. Et c'est pour ça que je suis toujours étonnée qu'on essaie d'inclure des références comme ça dans les jeux. Parce que le risque, c'est vraiment que ton jeu soit daté, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. C'est pas comme un bon vin qui s'améliore avec le temps. C'est que il est vite périmé, en fait. C'est vite périmé. Oui, mais tu sais que la destinée de 90% des jeux, là, c'est une stat lancée au hasard, mais 90% des jeux ne passeront pas leur première année. Donc, oui, ok, mais peu importe. En fait, peu importe. C'est pas des jeux qu'on ira redécouvrir, quand bien même peut-être mécaniquement. Enfin, de fait. Un peu comme les jeux de quiz, tu sais, avec ces questions qui sont, enfin, oui. Nous on rigole toujours quand on a la question. Qui était le ministre de l'Éducation en 1988 Voilà. J'en ai une idée. mais nous on a toujours enfin, si tu reprends, t'as toujours des questions sur la géographie de la Yougoslavie. Enfin, c'est toujours, on en rigole toujours parce qu'on se dit si à l'époque on avait su, tu vois. Bon, voilà. Donc ça, il y a cette partie. Après, sur tous les jeux où tu dis que ce sont le jeu qui génère les gags, donc les Cards Against Humanity, like Blanc Manger Coco et tout. Là, je vais faire ma bien pensante. Tout le problème de ces jeux, effectivement, tu dis, ça fait quand même rire des millions de personnes, même si on peut douter du fait que de cet humour. Le problème, il est que c'est aussi un choix éditorial de faire un jeu qui, globalement, quelqu'un avait fait la stat sur les cartes, mais qui pousse à faire systématiquement de l'humour oppressif. Et donc l'humour oppressif, c'est un humour qui consiste, parce qu'on pourrait toujours se dire, quand on fait de l'humour et comme de ce type-là, on se moque toujours de quelqu'un, certes, mais c'est pas la même chose de se moquer d'une catégorie qui est déjà discriminée dans la réalité que de se moquer des riches et des puissants. Et en fait, il est là tout le problème, c'est que si on fait la stat, j'ai plus la stat en tête, mais c'était vraiment écrasant. Les cartes ne sont orientées que pour faire de l'humour oppressif, c'est-à-dire raciste, sexiste, homophobe, validiste, etc., etc. Donc, c'est vraiment le problème et c'est vraiment gênant qu'on n'arrive pas à sortir de cela. Alors après, parce que faire de l'humour contre les personnes qui ne sont pas discriminées, déjà, c'est que souvent, c'est elles qui prennent la décision qui ont plus de chances de prendre des décisions d'éditer les jeux. Tout à fait. Et qu'en plus, il y a toujours, on a l'impression que c'est du coup plus politique et les gens ne veulent pas ça. Or, faire de l'humour oppressif, c'est politique au même titre. C'est contribuer à véhiculer des représentations qui sont réactionnaires, discriminantes, etc. La production d'une idéologie. Voilà. Exactement. Et en plus, et après, sur la question de l'humour transgressif qui est souvent donné comme argument, je me souviens avoir lu un article concernant ce Secret Hitler qui explique que justement, tu ne peux pas te targuer de faire quelque chose de transgressif si tu utilises des ressorts qui sont exactement ceux qui accentuent la discrimination. Il y a rien de transgressif là-dedans puisque c'est exactement ce que fait majoritairement la société dans laquelle on vit, d'être discriminante. Donc, d'utiliser ces ressorts-là pour vouloir te faire passer, ce qui serait subversif, ce serait d'avoir le discours inverse, justement, et peut-être de se moquer plutôt des milliardaires, des hommes puissants, des hommes blancs, hétéro-cisgenres, etc., que là, ce serait plus subversif, en réalité. Ouais. Je suis d'accord, mais j'ai là, évidemment, j'ai pas lu l'article, mais le discours social, il est pas d'un seul bloc. Et là, je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a quand même une forme de transgression parce que c'est quand même pas bien vu à la télé ou à la radio d'aller faire ce genre d'humour qu'on retrouve dans Cards Against Humanity. Donc, ça, c'est ta perception des choses. Je pense que si tu demandes aux personnes qui sont concernées, pour elles te diront que cet humour, il est permanent. Il y en a plein d'exemples en réalité. Et en plus, on se moque de ceux qui s'offusquent de ce genre d'humour. Oui, mais je suis... C'est un humour qui est... En fait, c'est quand même un humour qui est excluant. Donc, il y a quand même matière à se questionner de savoir comment on peut penser que c'est bien. Enfin, c'est pas bien. Mais c'est ça, je veux pas prendre sa défense à cet humour-là, mais c'est pas vrai qu'il y a un seul discours qu'on entend, un seul discours officiel.
Mais bon, là, on rentre dans d'autres questions encore. Ouais, on rentre dans d'autres questions. Puis je m'y connais mal, donc c'est un terrain glissant pour moi. Et s'agissant que en faisant des blagues qui permettent en fait de mettre de la distance et de dédramatiser, et qui, dès que tu veux avoir un discours derrière qui est de dire bah attention, là c'est oppressé et tout, on te targue de mais on peut plus rien dire, mais t'es pas marrant et tout, quelque chose qu'on entend. En réalité, tu véhicules. Oui, mais non, mais je ferai pas ça. Voilà, non, mais bien sûr, mais on véhicule des représentations qui sont excluantes, pardon. Et qui contribuent à des situations réelles de harcèlement, de discrimination. Combien d'enfants à l'école se font traiter de ci, de ça, et sous prétexte que c'est de l'humour ou parce que on peut se moquer facilement, etc. quoi. Et on pourrait en reparler dans les. Mais je suis d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire. C'est vraiment la notion. Et encore une fois, j'ai pas lu cet article, mais de dire qu'il y a rien de transgressif à faire une blague qui est entièrement déplacée, qu'on ne dirait pas au bureau, qu'on ne dirait pas dans un entretien d'embauche, qu'on ne dirait pas à la radio, qu'on ne dirait pas à la télé. J'aimerais en fait lire l'article parce que peut-être que c'est un problème de définition de transgression, mais voilà. Ouais, non, probablement, hein, mais et aussi par exemple, il y a un élément, c'est que quand tu regarderas, mais souvent quand on représente Enfin, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Enfin, on en reparlera aussi dans ma chronique sur la représentation et quels personnages sont systématiquement des personnages comiques dans les jeux, en fait, souvent, sont associés aux comiques. Et je suis le premier à dire, justement, juste pour finir là-dessus, que je déplore le fait que il n'y a plus personne pour s'attaquer dans notre culture populaire aux puissants, aux tyrans et aux riches. Aujourd'hui, dans la culture populaire, que ce soit l'humour, mais la fiction comme les Avengers et le cinéma de hollywoodien ou ce qui en reste, toujours on protège le statu quo et je suis le premier à déplorer la chose. Voilà. Voilà. Ensuite, sur les jeux, les relations humaines, ça on voit très bien, on l'a vécu. Les jeux, on l'a tous vécu ce genre de situation. Les jeux d'ambiance et de devinette, bah oui. Je vois très bien également ce que tu veux dire. C'est sur l'incompétence, etc. Bon, moi j'ai des souvenirs d'un jeu. Alors je sais pas si tu le classerais. Il y a aussi tous les jeux de gages, je trouve, qui souvent, en plus, utilisent souvent le corps et donc avec tout ce qu'on pourrait avoir un peu aussi dans une forme de cinéma un peu burlesque. Sur le fait qu'on fait. Moi j'ai le souvenir d'une partie où j'avais un gage et je devais faire le bacon qui grille. Et je pense que les gens qui étaient présents ont encore un souvenir très ému de du moment où j'ai fait le bacon qui grille. Voilà. Comme tu dis, il faut beaucoup d'autodérision parce que en vrai, jamais de moi-même, je ne ferai le bacon qui grille comme ça spontanément. Sur les jeux dont tu parles de Vlad Chvátil, je partage complètement ton opinion que c'est quelque chose qui est pensé de A à Z. En fait, il y a vraiment, c'est pas juste le fait de faire des règles qui sont entre guillemets marrantes, le fait de faire des setups de jeux qui sont marrants, ou le fait de c'est pensé comme un tout. Donc il y a vraiment une recherche qui est globale en fait. Oui, et ça me fâche souvent parce que quand je mentionne l'humour de ces jeux-là, très souvent on parle des règles. Alors il y a un gros problème, c'est que les règles n'aident pas du tout à apprendre le jeu et c'est une catastrophe si tu veux aller retrouver un point de règle dans ces règles supposément humoristiques. Donc c'est mon premier problème. Et deux, c'est pas la partie la plus drôle. La partie drôle de ces jeux-là, elle est dans le jeu lui-même et non dans ses règles. Voilà. Parce que tout ce qu'on a évoqué avant, et c'est vrai, ce sont des éléments qui sont soit cosmétiques, marketing, comme on l'a dit, les blagues et tout, ou bien des choses qui sont en fait générées, c'est l'humour des joueurs et joueuses autour de la table qui ressort et que le jeu suscite. Là, c'est le dispositif même qui est drôle, en tout cas qui est voulu pour être drôle. Et j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup le cas des jeux de programmation, puisque tout le sel de ces jeux-là, enfin, moi je pense, un jeu que j'aime pas spécialement, Colt Express, en général, tout le fun, il est aussi que tout rate. Et j'ai aussi souvenir d'une partie absolument hilarante qu'on a faite de Himalaya. Tu vois ce jeu de Régis Bonnecey. Voilà. Qui nous a donné lieu à des situations, mais complètement farfelues. Et de fait, il y avait une ambiance du coup autour de la table qui était poussée par ça, parce que tout ce qu'on faisait, moi c'était une catastrophe. Et ça nous a aussi, ça crée une atmosphère autour de la table qui faisait qu'on a fait probablement dans les meilleures punchlines qu'on a fait, avec des phrases qui nous sont restées mythiques et qu'on se dit encore avec mes copines.
Voilà, parfois on se dit j'ai vécu ma meilleure vie d'IAC et c'est vraiment parce qu'on a fait. Enfin, tu vois, et en fait ça te crée aussi les autres jeux, il fallait des références communes pour pouvoir en rire ensemble, et là c'est parce qu'on a ri ensemble qu'on s'est créé des références communes. Donc c'est pas du tout le même. Mais j'ai l'impression que la programmation, en vrai, elle est faite pour ça. Elle est faite pour que t'échoues. C'est un peu chronique d'une mort assurée en fait, enfin, d'un échec assuré, tu vois. Mais... Oui. Et le but, il est là. En fait, c'est ce que peut-être le game designer il veut, c'est que tu dis bon, si je joue avec un ingénieur, lui il va gagner tout le temps, mais il veut te montrer qu'en fait on est mauvais, quoi. Il faut se rendre à l'évidence, on y arrive, même avec beaucoup de bonne volonté, on n'y arrive pas. Et voilà, c'est peut-être pour ça aussi que moi ma partie de Galaxy Trucker n'avait pas trop marché. Et je pense que c'est la programmation en fait qui vraiment le choix de programmer des actions qui vont échouer qui est... Oui, en fait, j'aurais dû le voir. Je te lève mon chapeau. J'ai parlé de construction, destruction, mais effectivement, on est beaucoup... on flirte avec la programmation de façon presque systématique. Ouais. Mais là, en plus, dans les jeux de Chatil dont tu parles, il y a tout est fait autour de ça, parce qu'il y a vraiment l'écriture des règles, mais il y a le thème même en fait le thème de Dungeon Lords, il est complètement parce que comme tu le dis, ça inverse le schéma habituel. Galaxy Trucker, on voit bien que il y a un truc un peu du ridicule, quoi. On est un peu il y a un truc un peu de on croirait qu'on est dans ceux qui avaient fait tu sais, y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui. Il y a un petit côté de ça, enfin il y a un peu de ça aussi dans l'esprit, quoi. Donc voilà, mais oui, tu m'as bien. J'ai beaucoup ri dans cette chronique pour plein de raisons qui étaient extérieures à la chronique et aussi liées à la chronique elle-même. Si je peux faire rire, tant mieux. Alors, voilà. Et moi, je signalais un jeu. Je sais pas comment tu le classerais. Un jeu auquel j'ai joué, qui est un jeu à communication limitée qui s'appelle Faux Raccord. Où on doit mettre des séquences de films dans un bon ordre, en fait. Et à la fin, tu révèles ton film et forcément ton film, souvent tu peux être planté et c'est encore plus drôle. Et en plus tu peux scanner tes cartes et aller voir ta bande-annonce. Et alors en plus c'est un côté film de série Z, tu vois. Et moi c'est un des plus gros fous rires que j'ai eu en découvrant notre film final qu'on avait fait. Je sais pas, c'est pas la mécanique même du jeu, mais je sais pas trop. Donc comment tu le classerais toi dans ta comment dire? Dans ta typologie là d'humour, mais et c'était fait sans que ce soit lourd, sans que ce soit racoleur, sans que ce soit oppressif, c'était juste drôle, quoi. Je serais bien embêté. J'ai l'impression que le rire doit venir un peu par l'autodérision, justement, un peu par la surprise. Donc il y a une part de générateur de gags, parce que dans la catégorie où est-ce qu'il y avait Cards Against Humanity, il n'y a pas que des jeux on va dire trash. Il y a aussi des What Do You Mean qui sont pas qui se veulent pas méchants, des Bubble Talk qu'on avait vu chez Cocktail Games. Donc il y a ce côté générateur de gags, l'assemblage, la surprise, le cadavre exquis, et il y a aussi un petit peu d'autodérision parce qu'on n'a pas été très bon pour assembler notre film. Donc un peu des deux. C'était très très cool. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut entendre maintenant ta chronique, s'il te plaît? Ouais, je vais pas être aussi drôle que toi, je le dis tout de suite. Je me permets un petit peu de mauvais esprit, une fois n'est pas coutume. J'imagine que à l'annonce du titre de cette chronique, dans un coin de ta tête, Christian, puis dans celle de quelques auditeurs, surgit une pensée comme « Ah, ça y est, ça faisait longtemps, l'autre excitée de la poêle asiatique, elle va venir nous parler des illustrations des personnages féminins dans les jeux de société. » Oui, j'ai pensé ça. Ah, voilà, je le savais. Eh bien, raté. Enfin, pas complètement, mais si quand même, raté. Parce que oui, forcément, lorsqu'on évoque la question de la représentation des corps dans les jeux de société, on s'attend à parler évidemment de l'hypersexualisation des illustrations de femmes, souvent le fruit de dessinateurs masculins qui, inconsciemment ou pas, sont mis en avant sur certaines boîtes de jeux à des fins marketing. Et oui, il est toujours amusant de constater que l'utilisation du corps des femmes à des fins commerciales par les hommes ne gêne pas tant que ça la communauté des joueurs, tandis que l'utilisation de leur propre corps par les femmes réveille toujours des discours moralisateurs basés sur des questions de dignité. Et à ce sujet, j'en profite, je ne peux que vous conseiller de lire King Kong Theory de Virginie Despentes, un ouvrage qui a bientôt 20 ans, mais qui est toujours d'actualité.
Ça, c'est pour tous les gens qui sont offusqués quand les femmes vendent des photos ou monnaient leur charme, mais alors qu'elles l'ont décidé elles-mêmes. Alors, je pourrais aussi vous renvoyer à l'étude de Tania A. Pobuda, qui date de 2018, sur les couvertures des jeux qui figurent dans le top 100 BGG, forcément de l'époque, et qui constatait que les animaux et les aliens y étaient plus représentés que les femmes. Eh oui, 20,1% contre 19,2%. Tandis que les... C'est un peu drôle, ça. Oui, c'est un peu drôle. Un petit peu drôle, on peut en rire. Tu as le droit d'en rire. Tandis que les représentations d'hommes blancs occupaient 45,7% des illustrations. Alors, on pourrait de même évoquer la représentation des personnes racisées, qui flattent elles aussi l'imaginaire blanc en véhiculant souvent une vision exotique de ces personnes. Et je renvoie pour cela à un excellent thread qui a été publié sur Blue Sky par Nikos. Je leur remercie. Voilà, donc vous irez comprendre un peu, enfin ça donne beaucoup de pistes et d'explications sur ces représentations. On peut encore parler des représentations des personnes corpulentes qui, voilà, sont souvent utilisées de façon comique. Les personnes âgées qui sont plutôt présentées comme souvent des vieux sages ou les personnes handicapées qui, elles, sont globalement absentes de nos boîtes de jeux. Alors, toutes ces représentations, elles véhiculent une vision du monde qui est restrictive parce qu'elles ne favorisent pas l'inclusivité de notre loisir à l'égard des personnes concernées. Ces représentations, elles contribuent à façonner notre perception du monde, comme l'expose la théorie de la culture, ou Cultivation Theory en anglais, qui a été développée par George Gerbner. C'est une théorie qui a été énoncée à propos de la télévision, mais qui est totalement transposable à un autre média et qui démontre comment, en propageant une norme, notamment par sa fréquence, le média altère la perception du monde de celui qui reçoit le message. Mais en fait, ça ne va pas être le sujet de ma chronique, ou plutôt si indirectement. Car au-delà de ces représentations particulières qui flattent un idéal blanc, viril, jeune et valide, on peut se questionner sur la représentation du corps humain dans les jeux de société. Et donc, c'est bien la représentation du corps et pas des corps. Pas qu'au plan visuel, mais aussi sur sa traduction dans nos jeux. Car si les images dessinent des corps idéalisés, les mécaniques, elles, traduisent souvent le corps en performance. Et oui, car le corps est d'abord un outil comme les autres. Dans la plupart des jeux de société modernes qui font appel à un avatar, en particulier ceux qui mettent en scène l'aventure, dont on parlait la dernière fois, et le combat, le corps des personnages qu'incarnent les joueuses est perçu, parce qu'il y a des jeux où on incarne personne. Voilà, dans Agricola, on n'est pas une fermière à strictement parler. Donc le corps des personnages qu'incarnent les joueuses est perçu avant tout comme un moyen, celui de réaliser les actions exigées par le jeu. Le corps doit avant tout être fonctionnel, c'est-à-dire valide, efficace, opérationnel. Ce présupposé, qui est rarement interrogé, il modèle une grande partie de nos expériences ludiques. Bien que l'on ait dans ces jeux un alter ego vivant, son corps n'est généralement pas raconté. Il est avant tout mesuré, mathématisé, ça va te plaire ça, compétence, résistance, endurance. Ce modèle, il vient en grande partie des jeux de rôle, en général, et il s'est diffusé dans de nombreux jeux modernes. Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux narratifs, tout ce que tu veux. Les personnages se résument à leur force, leur agilité, leur point de vie, même des caractéristiques comme le charisme ou la sagesse, qui pourraient nous sembler peut-être moins évaluables de prime abord, sont résumés à des chiffres, et la chair et l'âme sont donc uniquement statistiques. On optimise ce corps lorsqu'on monte de niveau. Dans Donjons et Dragons, notamment, on sait que les joueuses recherchent cette optimisation de leur personnage par la montée de niveau. Et même après avoir subi des dégâts, le corps continue de fonctionner. Au mieux, la joueuse aura-t-elle des malus qui sont là encore chiffrés. Alors que, en principe, si tu t'es pris un coup d'épée dans la gueule, je pense que même s'il te reste des points de vie... Tu prends une pause. En vrai, tu vas nulle part. Tu prends une petite pause. Donc le corps doit être sans faille, il est là pour servir la joueuse sans questionnement possible. Un corps qui ne fonctionne pas est un mauvais corps. Un corps qui gêne la mécanique doit être corrigé. Ces attributs chiffrés, ils ne servent pas à raconter une histoire de chair, de vécu, de vulnérabilité, mais uniquement à optimiser des actions dans un système. Le corps n'est jamais perçu comme un lieu de sensation, il ne tremble pas, ne transpire pas, ne souffre pas, sauf sous forme de jauge. L'expérience physique est traduite en abstraction comme si la chair était un code mathématique. Par exemple, la fatigue, elle est souvent matérialisée par un malus qui affecte le personnage. Dans Andor, un jeu que tu sais que j'aime beaucoup, on dispose d'un crédit d'heure pour mener à bien nos actions et on peut choisir d'en utiliser plus que ce crédit, mais alors on perd des points de volonté. Donc en fait, plus, moins, c'est qu'une histoire de jauge. Dans Détective... Plus un, moins un s'en vont en bateau. Ouais, voilà, c'est ça.
Dans Detective, a Modern Board Game, on peut choisir également d'enquêter plus longtemps chaque jour en utilisant les heures supplémentaires. Mais celles-ci ont pour conséquence de stresser des personnages qu'on incarne, enfin on les incarne de super loin quand même, et de minorer ensuite les points qui seront attribués à la réussite de l'enquête. Dans Oltré, on peut aussi dépenser son énergie pour relancer des dés ou pour transformer des... Face à l'autre. Enfin, c'est pour concrétiser des succès, en fait. Voilà, pour avoir plus de succès. Ce qui a pour conséquence potentielle, puisqu'en fait, on va diminuer sur la jauge d'énergie, ce qui a pour conséquence potentielle de priver le personnage de la joueuse de sa capacité spéciale s'il est trop épuisé. Si on descend en dessous d'un certain seuil, on ne peut plus utiliser notre pouvoir spécial. Implicitement, cette vision du corps et des aptitudes conduit à une spécialisation extrême des personnages et donc de l'expérience ludique. C'est une sorte de Fordisme qui est appliqué au jeu et qui se retrouve dans des catégories bien connues dans le jeu vidéo. Le tank, le DPS, le soigneur. Cette hyper-spécialisation peut paradoxalement produire des expériences ennuyeuses puisqu'elle conduit la joueuse à faire à peu près toujours la même chose puisqu'elle est la spécialiste de cette chose. Cette recherche de la performance imposée au corps interdit presque toute errance, toute maladresse, toute fragilité, autrement dit toute humanité. Le corps est donc avant tout un outil, au même titre qu'une arme, un bouclier ou une armure. Dans Time Stories, les joueuses sont d'ailleurs explicitement envoyées dans des corps appelés réceptacles et choisis parce qu'ils sont utiles à la mission qu'elles doivent mener à bien. Si le réceptacle meurt, elles peuvent choisir de revenir à l'exploration dans un des autres corps proposés. Dans le scénario, alors là je vais spoiler, dans le scénario Sous le masque, le concept va même plus loin car elles peuvent ou doivent changer de réceptacle en cours de jeu selon la progression dans le scénario si elles veulent être plus performantes. Parce que le gameplay nous y encourage. Il y a des lieux où on accédera mieux en changeant de personnage, par exemple. On va donc changer de corps selon les besoins quand on passe de son arc à son épée selon que l'on attaque à distance ou au corps à corps. Le corps est souvent également vu pour être outillé. On lui adjoint des armes, des boucliers, des armures. Je pense beaucoup au corps pater ou au corps bibliothèque, le corps case. Oui. Tu as 2 mains, donc un objet dans chaque main. Tu as une tête, donc tu peux poser un truc. Ouais. Mais l'armure, que tu la poses sur la tête ou sur le bras, le bouclier, le casque, le home, il a le même effet. Mais bon, tu deviens une pater. C'est drôle, en fait. C'est assez vrai. Et d'ailleurs, alors je donne d'autres, tu vois, dans les exemples que j'ai notés, dans Heredity, les objets qui sont récupérés sont visuellement rattachés au corps des personnages. C'est-à-dire que ton personnage, il est et tu poses vraiment les cartes objets que tu vas looter dans les mains, enfin pour que ce soit réaliste. Dans Whisperstone, qui est un jeu à sortir chez Flatout, dont on a parlé dans l'émission de JDR du mois de septembre, qui est un mélange entre du jeu de rôle et du jeu de plateau. Là, carrément, ça prend la forme d'un puzzle. On va pouvoir accrocher l'équipement à notre personnage avec un système de puzzle. Et on imagine bien que ce qui va dans la main droite n'ira pas dans la main gauche, du coup. Mmh. Les jeux de société traduisent donc souvent dans leur mécanique la même norme que leurs images. Un corps qui est fort, jeune, productif, interchangeable et jamais défaillant. Alors, beaucoup de jeux de vidéo reprennent les mêmes codes. On connaît tous la barre de vie, la barre de stamina, le build très optimisé des personnages pour qu'ils soient les plus performants possibles. Mais ils permettent malgré tout de traiter de façon plus sensorielle le corps défaillant. Alors, j'ai un souvenir, peut-être je me trompe de jeu, mais moi, je me souviens de cette vision qu'on avait brouillée par le sang dans Resident Evil quand on était trop blessé, où on ne voyait plus l'écran. Les taches de sang occultaient l'écran. Qui donnait pas du tout la même perception dans le jeu. Et moi, je me demande à quand un jeu de société à l'image de Baby Steps, qui est un jeu vidéo dans lequel on apprend littéralement à marcher. Alors, je n'y ai pas joué, j'ai lu le pitch, ça a l'air fou, mais finalement, c'est un peu un jeu un walking simulator, mais dans lequel on doit apprendre à marcher. Donc, c'est un jeu d'adresse? C'est un jeu de patience. Voilà. Donc, je suis très curieuse, en tout cas, du concept. Et oui, donc, on voit bien que dans le jeu de société, on parle de tous les corps, mais sauf le vrai, le nôtre, le corps humain. Oui, je le redis, mais donc les jeux de société modernes, ils valorisent des corps performants, autonomes, réparables. Le handicap, la maladie, la fatigue, la douleur sont soit absents, soit punitifs, soit instrumentalisés comme défis à surmonter. Dans les jeux FFG, qui prennent place dans l'univers du mythe de Cthulhu, on va perdre de la santé mentale en accumulant des cartes folie.
Une fois le maximum de santé mentale atteint, le personnage devient alors fou et il reçoit une carte spéciale qui lui indique la nature de sa folie. Celle-ci va influer sur sa façon de jouer, mais aussi de gagner la partie. Donc Toulouse Death Medaille, et oui, un peu comme toi avec on a nos marottes. Oui, et ouais, on a chacun nos... Ouais. Donc dans Toulouse Death Medaille, perte de la santé mentale rend plus puissante. Avancer dans la folie permet donc lors de l'atteinte de certains seuils de gagner des bonus. On va améliorer nos compétences, on va avoir des dés supplémentaires, mais aussi de déclencher la folie dont souffre notre personnage. Ce déclenchement peut se révéler avantageux comme néfaste selon les circonstances. Mais devenir fou rapproche aussi un peu plus de la mort. Alors je trouve que le traitement de la folie dans ces jeux est plutôt intéressant parce qu'il ne se résume pas que à des stats. C'est des stats, mais je trouve que c'est peut-être la folie qui est la mieux traitée dans les jeux de société parce que elle va vraiment altérer l'expérience de jeu puisque notamment elle peut changer des conditions de victoire. Plutôt que d'être simplement une deuxième jauge de points de vie. Parce que des fois, même, tu as des jeux où tu as une jauge de points de vie, puis si elle est réduite à 0, tu meurs, mais tu as une jauge de santé mentale, et si elle est réduite à 0, tu meurs. Mais c'est strictement la même chose. Il n'y a aucune différence. On ne sent pas la folie, alors que ces jeux-là la traduisent. Ouais. Toujours dans le domaine des peut-être de ce qui va toucher moins le corps stricto sensu, mais aussi l'âme. On note qu'on est quand même loin des émotions qu'on peut procurer, par exemple, un jeu vidéo comme On a Winter's Night for Travelers, qui, avec une subtilité rarement atteinte, fait littéralement ressentir à la joueuse le sentiment de dépression. Et à cet égard, si je vous recommande de jouer au jeu, je ne vous recommande pas d'y jouer si vous traversez vous-même un moment difficile. C'est un jeu qui est très perturbant pour soi, en tout cas. Prenant. Ouais, prenant et voilà. Comme je dis, on est vraiment, on a vraiment le ressenti de la dépression, ce qu'on a rarement on a quasiment pas avec un jeu de société. Alors, s'agissant de la maladie, on va souvent citer Holding On, The Troubled Life of Billy Kerr, qui est sorti en 2018, dans lequel les joueuses incarnent une infirmière en soins palliatifs qui tente d'apporter du soutien à Billy Kerr en le soignant et en l'aidant à reconstituer ses souvenirs. Alors, je n'ai malheureusement pas joué à ce jeu, probablement parce qu'on a dit le plus grand mal, de façon répétée d'un point de vue ludique. Malgré tout, je serais quand même assez curieuse de voir comment le sujet de la maladie a été traité et surtout s'il est vraiment traité dans le jeu. Parce que, hormis celui-là, pour la maladie, moi je pense à Dr Maboul. Donc autant dire qu'on n'est pas vraiment dans le même sujet, on était plutôt dans le sujet de l'humour. Parce que moi, je me rappelle du nom des parties, des trucs qu'on enlevait et c'était très très drôle. Enfin là, ça me faisait beaucoup rire quand j'avais 8 ans. Ce jeu s'appelle Opération chez nous au Québec. Ah déjà, c'est Dr Maboul. C'est déjà moins drôle. Oui, mais c'est parce que c'est un mot qui est bilingue, parce que les boîtes doivent être bilingues. Ah. Et faut chier ces Anglais. Tu mets un accent discret et t'as un titre bilingue, un seul. Ok. Donc voilà, donc les jeux portent une vision du monde qui est profondément uniforme et validiste. Dans les visuels comme dans les mécaniques, les corps non conformes à cet idéal de performance sont absents ou caricaturaux. Alors pourtant, il est possible de faire autrement. On va prendre un exemple, peut-être le seul exemple, avec le jeu Zombie Teens Evolution, un jeu de Annie Klobeck qui a été édité en 2020 par Scorpion Masqué. Est-ce que tu connais ce jeu, Christian ? Tu as joué ? Ça me dit quelque chose. Je me souviens avoir joué au prototype. Je sais pas si j'ai joué à la version publiée, mais j'ai joué beaucoup au prototype. C'est une suite de Zombie Kids Evolution, et dans lequel les joueuses peuvent incarner 4 personnages au choix, dont un est un enfant à mobilité réduite. Il est expressément représenté en fauteuil roulant sur la couverture du jeu. Néanmoins, dans le jeu, ce personnage n'est pas défini par son handicap. Le fauteuil n'est ni un obstacle ni un gimmick. Il est présent, mais de façon normalisée. Le personnage a une posture dynamique, un air combatif et participe pleinement à l'aventure au même titre que les autres personnages. Par ailleurs, dans ce jeu, les personnages n'ont pas de données chiffrées de leurs aptitudes. On ne tombe donc pas dans une logique de statistique où le handicap devrait être compensé, ce qui permet une vraie égalité de traitement ludique. Par conséquent, la représentation inclusive, elle est possible dans un contexte fun et commercial. Elle est sans incidence sur les qualités ludiques du jeu et elle n'est pas un frein à l'engagement des joueuses. Elle contribue juste ici à donner, dans le cas de Zombie Teens, une autre représentation des personnalités à mobilité réduite, ce qui en fait un levier éducatif positif qu'on accepte ou non qu'un jeu puisse avoir une telle portée. Et puis, ce n'est pas fait avec paternalisme. En dehors du jeu purement commercial, on trouve d'autres initiatives en ce sens, comme celle de The
Unstoppables, qui est un jeu téléchargeable éducatif suisse qui met en scène des enfants en situation de handicap qui s'entraident pour surmonter des obstacles. C'est un jeu qui vise expressément à sensibiliser les enfants de 9 à 12 ans à la diversité et à l'inclusion. Mais voilà, il s'agit d'un jeu qui est pensé pour être éducatif et ce n'est pas exactement la même logique qu'un jeu d'édition. Les jeux de société, donc en valorisant le corps idéal comme un corps sans limite, flirtent également probablement de façon inconsciente avec un imaginaire transhumaniste dans lequel le corps biologique est dépassé ou remplacé par des capacités augmentées. Dans nombre de jeux de science-fiction ou de dungeon crawler, les corps sont augmentés, réparés, remplacés. On installe un bras robotique, on implante une puce neuronale, on change de corps comme on change d'armure. Le handicap dans ces récits n'est pas intégré comme expérience, mais éradiqué par la technologie. Dans Anachronie, par exemple, les joueuses elles vont disposer d'ouvriers spécialisés auxquels elles devront ajouter des exosquelettes destinés à les protéger et à renforcer les capacités de ces ouvriers. Dans Android Netrunner, on retrouve également cette idée de corps hybride augmenté, réparable. Finalement, si les corps représentés dans les jeux sont globalement si lisses, si performants, c'est peut-être pour mieux faire oublier celles qui y jouent. Bah oui, parce que le jeu de société, c'est un espace qui est éminemment corporel. On va s'y pencher, on s'y tend, on chuchote, on rit, on y triche, on touche. Les corps autour de la table, ils respirent, ils s'affrontent, ils coopèrent, ils s'accordent ou ils s'agacent. C'est un paradoxe fascinant dans un médium aussi physique que le jeu analogique, c'est-à-dire des jeux qui reposent sur des interactions physiques et sociales directes par opposition aux jeux numériques. Le corps fictionnel est abstrait tandis que le corps réel, lui, fait exister le jeu. Puisque c'est bien, physiquement, on fait bien exister le jeu. Chaque lancer de dés, chaque carte piochée, chaque geste d'une main tremblante ou assurée est déjà une forme de représentation. Peut-être que repenser la place du corps dans les jeux de société, ce n'est pas seulement élargir les visuels ou les mécaniques. C'est aussi reconnaître que même invisibles, nos propres corps écrivent quelque chose à chaque partie et qu'ils méritent eux aussi d'être regardés tels qu'ils sont. Boom, mic drop. Ben merci beaucoup. C'est un sujet extrêmement intéressant. Je vais te confier quelque chose. J'étais jaloux de cette idée que tu as eue de traiter de la représentation des corps de cette façon-là. Parce que dès que tu m'en as parlé et que tu m'as expliqué ton idée au-delà de parler de l'aspect visuel, je trouvais que j'ai tout de suite eu cette image du corps patère, là, donc que j'ai mentionné, là, qui est un art de Noël sur lequel on va faire tenir un maximum d'équipement pour le rendre plus performant. Ouais, il y aurait manière d'en parler encore pendant des heures et des heures. Oui. C'est vraiment fascinant. Oui. Oui, pour moi, je n'ai que effleuré le sujet vraiment parce que je pense qu'en plus il y a vraiment il y a d'autres questions qui surgissaient au fur et à mesure que j'écrivais et qui faisaient que j'avais même du mal à synthétiser en fait pour pas partir dans 50 directions. Ouais. Et cette conclusion sur la contradiction de l'aspect physique qu'on mentionne toujours quand on joue à un jeu de société. Et cette abstraction du corps, cette fois-ci, c'est très intéressant aussi. Je sais pas quoi en dire, mais ça m'éveille le cerveau. Pour tout te dire, c'est aussi cette conclusion. J'avais le sujet depuis on avait déjà parlé du sujet il y a longtemps, entre guillemets. Mais la conclusion, elle m'est venue aussi parce que dans quelques semaines par rapport à la diffusion de cet épisode, il y aura l'interview de Clemens Franz que j'ai pu faire à Essen. Et Clemens Franz, il a donné on évoque un peu ce sujet-là. Et Clemens Franz, il a fait des conférences qui sont ultra intéressantes où il parle justement du jeu analogique et du fait que c'est un jeu dans lequel on intervient physiquement, en fait. Et il parle beaucoup de ça. Et il parle aussi, du coup, de son métier, en fait. Et j'ai trouvé que c'était passionnant. Et en pensant à ça, c'est aussi parce que j'ai écouté ces conférences que j'ai trouvé c'était paradoxal par rapport à la fonction dont on pense le corps dans le jeu, quoi. Enfin, le corps du personnage, pas le corps de la joueuse, finalement. Écoute, je repars rapidement des éléments dans l'ordre de ta chronique, juste sur l'idée d'être d'accord au début. Je me souviens quand je jouais à League of Legends, quelque part vers, je sais plus, 2010, 2011, 2012, j'avais fait des petites stats. Puis sur 110 personnages, il y en avait seulement 20 qui étaient féminins. Donc déjà, il y avait un léger déséquilibre. Et puis, les hommes, ils pouvaient être grands, petits, gros, minces, jeunes, vieux, musclés, rachitiques. Bref, tout était possible. Alors que les femmes, à une exception près, elles auraient tous pu figurer sur la première page du magazine Playboy.
Elles avaient tous entre 22 et 24 ans et désirables sexuellement. Donc, le problème, ce n'est pas l'existence d'une représentation comme ceci, mais c'était que c'est la seule représentation qui existe. C'est ça qui est un peu dommage, que les gens ont de la difficulté à comprendre des fois. Donc, mais comme on l'a dit, c'est pas l'image, l'aspect visuel qui est le sujet le plus intéressant de ta chronique. Donc oui, c'est vrai que ça nous vient beaucoup, je pense, cette mathématisation des caractéristiques physiques du jeu de rôle, des jeux de rôle première génération et Donjons et Dragons en fait, parce que Donjons et Dragons est un dérivé du wargame, si j'ai bien compris, parce que j'ai lu au moins 2 livres sur le sujet. Oui. L'idée qu'on a eue, c'est un changement d'échelle. Et donc, on jouait à des wargames et tout à coup, il y a quelqu'un qui s'est dit, et si je contrôlait la destinée d'un seul guerrier plutôt que de 48 fantassins? Ouais. Mais le but... Finalement, c'était qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas en campagne militaire, tous ces gens? Aussi. Ils ont une vie. Et le but, c'était un combat. Donc, le but du jeu, c'était quand même de se battre. Donc, oui, il fallait de l'optimisation, il fallait quelque chose de plus vite, plus fort et résistant. Mais ce qu'on peut souligner quand même, c'est qu'aujourd'hui, le jeu de rôle, à l'opposé, est devenu un lieu d'exploration tout autre. Et le jeu de rôle indépendant est largement investi par le milieu LGBTQ2S+. Voilà, je suis allé vérifier mon acronyme. Pas l'acronyme, mais l'acronyme? Ouais, disons ça comme ça. Ouais, acronyme. Donc, et qui est un lieu de l'expérience émotive, de l'altérité. Et ça, on peut le souligner. J'ai trouvé qu'il y a des perles dans ta chronique. Hein? Je te cite. Voilà. Le corps n'est jamais perçu comme un lieu de sensation. Il ne tremble pas, ne transpire pas, ne souffre pas, sauf sous forme de jauge. Et c'est vrai, peu de jeux arrivent à nous faire ressentir le fait qu'on est dans la jungle, il fait chaud, c'est humide et chacun de vos pas est pénible. Parfois, il y a un petit texte d'ambiance, mais on s'en fout parce que ça change absolument pas mon déplacement. Quand je joue au Trésor des Incas, qui est un vieux jeu de Ravensburger que j'avais reçu fin des années 80, début 90, je me sens pas dans ce milieu qui est difficile à traverser de la jungle. Sauf si on prend la peine de le traduire en chiffres, ce qu'on fait pas d'habitude. Bref, oui, le corps est utilitaire, réduit à des maths. Tu as raison. Je trouve ça génial que tu l'aies vu, que tu l'aies repéré. Mais je pense que ça nous en apprend plus sur le type de médium qu'est le jeu de société. Oui, bien sûr. Parce que ça ne me choque pas, parce que le corps est simplement passé dans le médium du jeu de société et il est traduit. Le jeu de société est une représentation mathématique. De la même façon qu'une description de personnage dans un roman du 19e siècle deviendra forcément un plan d'ensemble dans l'adaptation cinématographique. Je suis complètement d'accord avec toi. En réalité, c'est le médium qui conduit à ça. Je pense que le médium, naturellement, conduit à cela. Ensuite, on peut avoir envie que des personnes s'en emparent pour tenter autre chose. Je comprends mieux. Parce que ce que j'allais dire, mais là, ça devient presque inutile. Non, c'est jamais inutile, voyons. Tu ne peux pas reprocher au film d'avoir réduit des mots à une image, de les avoir traduits. Ces attributs chiffrés ne servent pas à raconter une histoire de chair et de vécu. Je trouve ça beau. Hein? N'est-ce pas? Mais tu connais ma position, hein? Ce n'est pas le jeu qui raconte, mais c'est nous qui racontons. Et même si j'ai envie de m'obstiner d'une certaine façon, ça raconte. Parce que si tu as 2 sur 5 en force, ça raconte que tu n'es pas fort, que tu ne peux probablement pas soulever 100 kilos. Donc, c'est à nous de raconter à partir de ces chiffres. Je te cite encore, un corps qui gêne la mécanique n'existe pas. Et là, je ne sais pas si je suis d'accord, parce que dès mon plus jeune âge, je me souviens avoir joué à des jeux vidéo comme Super Spike V-Ball au Nintendo et Street of Rage au Super Nintendo. Et, généralement, il y a une notion d'équilibre. Hein? Chaque avantage doit être contrebalancé. Le personnage qui est rapide, généralement, donne des coups qui sont plus faibles et le personnage qui est lent donne des coups qui sont plus forts. Probablement que ludiquement, il y aurait peu d'intérêt à avoir le personnage qui est à la fois rapide et fort et l'autre qui est lent et faible. Oui. Ça, c'est juste ça. Je vois pas en quoi ça remet en cause ce que j'ai dit avant. C'est bien ça. Puisque tu vois, là, on va contrebalancer les choses. Sinon, ça gêne la... OK. Moi, je me disais qu'il y a quand même des inconvénients qui sont placés. Mais j'avais mal compris un corps qui gêne. C'est peut-être moi qui aurais dû être plus explicite, mais finalement, un corps qui serait inutile parce que, par exemple, comme on en rigole, faible
et lent, Et ce lent. qui peut dans la vraie vie, dans le monde réel, exister. Oui. Bah celui-là, il n'existe pas dans le jeu parce que s'il a l'un, on lui compensera par autre chose. En fait, il y a toujours c'est aussi la difficulté de représenter autre chose, c'est que on va vouloir compenser ou faire par exemple, c'est un peu ce que je voulais essayer d'expliquer sur l'enfant à mobilité réduite dans Zombie Teens. On n'a pas essayé de faire en sorte que ce soit son fauteuil roulant qui a un pouvoir en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, qui serait une sorte de... C'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste que il est inclus comme il est dans le jeu et ça normalise ça ne change en fait. Absolument voilà. rien. Et ça ne change rien. Ouais. Mais j'ai peut-être pas été assez. Je m'excuse. Ouais. C'est moi qui n'ai pas été assez précise non plus là-dedans. Je reconnais. Ou j'ai pas pris le temps de comprendre. Hein. Sauf qu'on pourrait quand même souligner que l'ennui, c'est que c'est toujours la fille qui est rapide et faible dans le jeu. Elle est jamais la lente et forte. C'est un peu dommage. Bon, il devient une question de représentation. L'ennui, c'est que dans le jeu de société actuel, peut-être qu'une autrice inventera-t-elle une solution. Ben, ça montre ses limites, le jeu de société. Tu le soulignes avec le chiffrage ou avec la quantification. Quand on parle du charisme ou de la sagesse, tout ça, c'est assez maladroit comme quantification parce que ça arrive pas à rendre d'expérience. Ça m'a toujours embêté dans un jeu de rôle. Si mon personnage a 18 de force à Donjons et Dragons, bon, ben, il peut soulever 200 kilos. Et j'en fais l'expérience et ça se mesure bien parce qu'on peut très bien dire ta force correspond au nombre de kilos que tu peux lever. Point. Imaginons même que, tiens, c'est strictement le nombre de kilos. Donc, tu peux soulever 200 kilos, tu as 200 de force. Tu peux en soulever 68, ben tu as 68 de force. C'est super logique. Et j'en fais l'expérience, hein, parce que je soulève le rocher. Ben, le maître de jeu dit, ben oui, en contractant tous tes muscles, tu soulèves ce rocher de 200 kilos qui bloque l'entrée. Mais ça ne change rien que moi-même, je ne sois pas capable de le faire. Par contre, si je suis une personne moi-même, sans entre-gens, mais que j'ai un personnage qui a 18 en charisme, ben, je trouverai pas moi-même les mots ou les paroles appropriées pour la situation de roleplay qui m'est imposée. Et il y a là une dissonance. Hein? Je peux rouler les dés et le MG va dire, ben, c'est beau, tu séduis la fille ou tu arrives à embourber quelqu'un. Mais il manque quelque chose parce que j'ai pas la satisfaction de, oui, mais c'est quoi qui a été dit qui m'a permis de tromper l'autre personne grâce à mon jet de charisme. Même chose si je suis con dans la vraie vie et qu'il y a une épreuve d'intelligence ou qu'il y aurait une façon de se déprendre de la pièce où nous sommes enfermés. Une personne intelligente trouverait la solution, mais là, je ne peux faire que lancer le dé et le maître de jeu doit dire, c'est bon, t'arrives à te déprendre du piège ou à résoudre l'énigme. Mais je n'ai pas résolu pour autant le truc. Et ça, il y a une dissonance qui m'a toujours profondément agacé. Pour Zombie Teens, ben écoute, merci du clin d'œil. J'aimerais rendre hommage à Manouane Beauchamp. Donc, Manouane est un ancien coéquipier d'Ultimate Frisbee. Et lors d'une soirée de jeux de société dans un café, il m'a parlé de son fils qui est en fauteuil roulant, qui jouait à Zombie Kids Evolution et qui avait beaucoup aimé le jeu, mais qui avait fait la remarque à son papa, Manouane, qu'il n'y avait jamais dans le jeu de société de personnage comme lui en fauteuil roulant. Et donc, Manouane m'a lancé l'idée de ce personnage et je te jure, ça m'a pris presque 2 secondes de me décider. J'ai dit, oui, c'est bon, c'est une bonne idée, je n'ai jamais regretté. L'autre truc que tu as mentionné, peut-être, c'est que dans Zombie Teens, contrairement à Zombie Kids, on détache le pouvoir du personnage. Donc, dans Zombie Kids, si tu joues le personnage avec un vélo, tu vas toujours avoir le même pouvoir. Si tu es le personnage avec les nerfs ou avec l'épée, tu auras toujours le même pouvoir. Alors que dans Zombie Teens, plutôt, ce qu'on va te donner, c'est un bidule. Donc, thématiquement, c'est un objet, un gadget qui vient avec un pouvoir. Mais là, tu peux l'attacher à n'importe quel personnage. Et ça donne une souplesse qui est, je crois, une très bonne chose. OK. Et ben, c'était mes retours sur ta chronique que j'avais mal compris. Non, pas du tout. Non, mais oui, bah après c'est drôle, enfin drôle dans le sens étonnant ou bizarre, je ne sais pas quel est le bon sens, mais que en fait effectivement ce soit toi qui sois là au moment où quand on parle de ça et puis que voilà, que toi tu lis le background du jeu et que tu puisses le expliquer aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai vraiment réfléchi. Je ne vois pas d'autres jeux qui aient eu, et surtout qui aient une représentation normalisée, parce que c'est pas juste le fait de mettre un personnage comme ci ou comme ça c'est pas ça en fait, c'est pas suffisant en soi en fait, c'est comment tu l'intègres en fait dans le jeu, c'est pas
juste, on parle de l'étude dans laquelle on comptait les personnages sur les couvertures des boîtes. Ça, c'est pour montrer l'aberration, enfin là où on en est rendu, et c'est volontairement un peu caricatural. Ah, parce qu'après il y a ça montre le délire, là, c'est fou là. Voilà. Mais il y a le traitement qui est aussi important. Et voilà. Et encore une fois, le sujet, tu l'as dit, c'est comme tu disais dans le League of Legends, le problème, c'est pas qu'il y ait des femmes hypersexualisées qui soient représentées. Le problème, c'est que c'est principalement ça, en fait. Et je lisais un truc. Elles sont toutes belles. Et je lisais un truc qui disait que pour l'IA, les femmes de plus de 40 ans n'existent pas, en fait. Quand tu lui demandes des représentations de femmes, naturellement, il va te faire de toute façon des femmes de moins d'un... Alors que je pense que à moins que tu lui donnes la précision, il te le fera jamais. À moins que tu lui donnes la précision, par défaut, voilà. Donc c'est le sujet, il est plus là. Après, il y a vraiment un sujet que je trouve super intéressant, c'est le transhumanisme. Bon, j'ai vraiment pas de connaissances particulières. Enfin, je me suis peu documentée. Mais j'y repense parce que c'était Antoine Tissot, quand je l'avais interviewé, qui avait dit qu'il avait fait un prototype d'un jeu comme ça, qui parlait de ça. Je me souviens, oui. Et du coup, je me dis qu'il faut que j'en reparle avec lui parce qu'en fait, j'avais joué à un jeu vidéo qui s'appelle Deus Ex. Je sais pas si tu connais, où t'as justement un personnage. De nom seulement. De nom. Et en fait, justement, alors moi, j'ai arrêté parce que c'était beaucoup d'infiltration et c'est vraiment pas fait pour moi. Je suis pas assez patiente. Et il y avait toute cette partie sur le transhumanisme, en fait, sur l'humain augmenté que je trouvais réellement passionnant, d'autant plus que c'est un véritable sujet aujourd'hui de discussion. Enfin, t'as des personnes qui ont des délires quand même sur le fait qu'on puisse à un moment être des humains augmentés pour de vrai. Pareil que, ce qui nous paraissait, je pense qu'il y a encore quelques années, un peu de la SF. Ouais, de la SF, voilà. Et je pense que malgré tout, les représentations qu'on a dans les jeux, elles façonnent aussi notre vision que c'est possible, enfin, d'une certaine manière. Oui, je dis pas qu'on... Elle nous encourage, elle nous en donne le goût. Enfin, en tout cas, et elle suscite en nous elle nous montre que c'est quelque chose de positif. Voilà. Oui. Voilà. Oui. C'est plutôt ça. C'est que c'est toujours traité, c'est toujours vu de façon positive puisque ça t'améliore. Et j'ai pas en tête de jeu où c'est vécu comme quelque chose de négatif, en fait, que de devenir plus performant ou d'optimiser son personnage puisse devenir négatif. Et même souvent, on ne mentionne pas, je suppose, la douleur associée à une telle opération. Me faire brancher un bras mécanique, je suppose que ça vient avec certains inconvénients, avec des risques, mais ouais, c'est vrai que c'est toujours positif, désirable, c'est vrai. Donc voilà, après, moi-même, j'adore améliorer mes persos quand je joue, comme tout le monde, tu vois, enfin, bien sûr. C'est un mécanisme super puissant dans les jeux de société et depuis 10 ans, on ne peut pas passer... De gratification, enfin, voilà. On ne peut pas passer à côté de l'amélioration du moteur, c'est de l'amélioration de nos actions, c'est tellement fort comme mécanisme que ça génère comme émotion chez les joueuses. Mais ça me fait penser à... Ça t'est déjà arrivé dans des jeux, tu sais, où t'as réussi, au départ, tu galères sur les ressources, puis tu mets en place des moteurs de production, puis et c'est que ça t'est déjà arrivé dans des jeux d'avoir à un moment tellement de ressources que t'en étais presque, tu vois, genre t'as super bien réussi ton moteur et tu te retrouves avec... Tu sais plus quoi en faire. Moi, ça m'avait fait ça avec Valeria. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ce jeu, c'est une sorte de mini-ville. J'ai vu la couverture, mais je n'ai pas joué. Et le jeu était très sympa, mais en fait, moi, les dernières parties que j'ai faites, on avait une forme d'écœurement de trop, en fait. Tellement que ça vous procurait de ressources que là, vous saviez plus quoi en faire, puis... Et t'as un sentiment de gâchis et tout. Et je me demande si il y a pas aussi, on pourrait pas parfois se poser cette question-là, tu vois, pour s'optimiser au maximum, devenir plus fort que plus fort, ça, voilà. Oui. C'est d'autres questions très intéressantes. Dis-moi, tu ferais pas une chronique là-dessus sur l'abondance comme source d'écœurement? J'avais déjà une idée de ressources, de recettes non plus, une idée de chronique sur la question de l'épuisement des ressources, abondance versus épuisement, tu vois. C'est un autre sujet très intéressant. Je dis ça comme ça, moi là. Ouais, ok. Mais non, le prochain sera un épisode de Noël. On fera une rétrospective. Et un unboxing en direct. Oh là là, ben j'ai bien hâte. Bon, on s'arrête là. On a été pas mal quand même. Ben oui.
Est-ce que tu sais quand même que c'est l'épisode de décembre? Et donc, ça fait 1 an. C'est l'anniversaire de Pelleté des nuages, en vrai. Oh, mais joyeux anniversaire ou, comme on dirait ici, bonne fête avec la diphtongue. Voilà, donc c'est marrant. Franchement, on a réussi déjà 1 an. Pas mal. Oui. Ben, moi, je trouve que la qualité est là, voire peut-être même qu'on s'améliore. Donc, peut-être. Mais je prends beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, encore une fois, de me laisser cette occasion. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de nous suivre et de nous permettre nos délires. Ouais. Donc, on se retrouvera, du coup, en 2026. Bonne fin d'année à tout le monde. Bonne fin d'année. Merci à toutes et à tous. Salut! Ciao! Cette émission, enregistrée à distance le 6 novembre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site le.depolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.